Hey, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous retrouvez tranquillement les bancs de l'école, les bancs du travail, que les chemins se refont tranquillement vers une vie de plus en plus simple, j'ai envie de dire, et un peu plus habituelle, voilà, si on peut dire. Ça fait du bien aussi de retrouver un petit peu un rythme et j'espère que vous retrouvez le vôtre, ou en tout cas vous en trouvez un qui vous convienne. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode qui est particulier pour moi puisque j'ai décidé de vous présenter quelqu'un que je trouve très intéressant. Vous savez que le podcast pour moi c'est un moyen de revenir à soi, à ce monde intérieur auquel on ne prête pas tant d'attention que ça en fait au milieu de notre frénésie, de cette vie qui ne s'arrête pas. Et pour ce faire, sur cet épisode et peut-être sur d'autres, si vous êtes d'accord et si vous en avez envie, j'ai choisi de travailler avec une femme brillante que j'affectionne particulièrement, qui nous vient d'ailleurs. Elle est canadienne, montréalaise plus précisément, et Guylaine est diplômée en nutrition à l'Université de Montréal, elle est diplômée en sexologie, et c'est une femme assez impressionnante. Elle a créé une méthode au-delà de ce qu'on peut entendre du régime, de son rapport au corps, du rapport à la nourriture, du rapport effectivement au processus de contact avec soi physiquement au travers de la nourriture, particulièrement intéressant et particulièrement juste. Je le trouve hyper pointu et donc forcément pas facile, mais très aligné quoi. Et donc sa manière d'écrire est ouf. Alors c'est un auteur, elle a écrit plusieurs bouquins et en plus de ça elle est tellement accessible, tellement humble que j'avais vraiment envie de vous la présenter. Donc on a décidé de faire une série de conversations ensemble autour du corps, autour du rapport à la nourriture et autour de cette difficulté qu'on a au milieu de tout ce bazar qui nous est placardé à la fois dans les magazines et puis sur les réseaux sociaux. Alors entre régime, perd tes 5 kilos avant l'été, et puis attention, accepte ton corps tel qu'il est même si tu l'aimes pas, non mais aime-le même si tu l'aimes pas, non mais aime-le même si t'es pas bien dedans, eh bien j'avais envie de vous proposer quelque chose qui soit réel, quoi. Réel, avec une femme qui est, je trouve, admirable parce qu'elle décide de se présenter juste, de se présenter telle qu'elle, de se présenter vraiment de manière authentique, avec son histoire, avec son chemin, avec son rapport à la nourriture, son rapport au corps et la manière dont elle a transformé tout ça et comment aujourd'hui elle le transmet au monde. Et voilà, je suis très fière et très honorée de l'accueillir sur ce podcast et j'ai hâte que vous puissiez entendre notre conversation et j'ai hâte de vos retours. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse découvrir cette conversation qui a été pour moi d'un grand plaisir, d'une grande stimulation et vraiment une vraie fierté de pouvoir vous présenter cette femme. Bonne écoute à vous. Hello Guylaine, bienvenue à toi. Je suis super contente de te retrouver. Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette invitation. On va démarrer ensemble. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça va, je rentre de vacances, donc voilà, le boulot a repris il y a une petite semaine, donc on est encore frais. Et toi, ça va? Exactement, même chose. Très heureuse d'être avec toi. Mais je suis ravie. Alors Guylaine, j'ai choisi de travailler avec toi et de faire ce podcast, voire peut-être ces podcasts, parce que j'ai été très curieuse et intéressée de la manière dont tu pouvais apporter des éléments à la fois théoriques, mais très concrets sur le rapport qu'on a au corps, le rapport qu'on a à la nourriture et notre rapport de manière générale à cette question d'être avec soi dans son corps. Tu as une vision très particulière, mais avant tout, je voudrais savoir, mais qui es-tu, Guylaine? Qui suis-je? Grande question, hein? C'est toujours la question existentielle de base, mais je dirais dans mon être, dans ce que je suis, pour moi, c'est une espèce de quête qui est constamment là de me retrouver, de savoir qui est cette personne
fondamentalement versus quelle est la partie qui a été modelée par la société. Donc, cette quête de chercher les comportements qui sont des comportements réactifs, je dirais, de ce qu'on a appris, c'est quoi d'être un bon citoyen, c'est quoi d'être une bonne fille, c'est quoi d'être une bonne conjointe, c'est quoi d'être un bon employé, versus c'est quoi, qui je suis moi, comme qu'est-ce qui est dans ma source, qu'est-ce qui est exactement, quelles sont mes motivations intrinsèques qui va faire que je vais sentir dans cette vie-ci qu'elle a mérité d'être vécue, que je suis heureuse de la vivre, qui fait que les émotions que je ressens sont des émotions qui sont liées à mon être profond et non en réaction de dire parce que je suis une bonne conjointe ou parce que je suis un bon employeur, ça fait que je me sens bien. Donc c'est vraiment, je pourrais dire, ce qui pourrait me définir, n'importe qui va me croiser, quelqu'un qui devient près de moi. Pour moi, ces conversations-là sont des conversations que j'adore avoir avec mes amis, avec mes collègues, avec les gens que je croise, parce que pour moi, c'est ça qui est la beauté de la vie, d'avoir cette possibilité de faire la différence entre qu'est-ce qui vient de cet apprentissage versus ce qui est vraiment la source de l'être humain, puis de ses intentions, puis ses désirs. Donc, on peut résumer en disant que tu es une vraie exploratrice. Oh, vraiment. de l'âme. C'est ça, tu es une exploratrice et finalement qui est dans la quête de ta vérité à toi, celle qui est à la source finalement. Exactement. Waouh! Alors, ça a commencé quand cette quête? Raconte-nous un peu. Ben, je pense que pour la majorité des gens qui ont fait ce processus-là, ça vient d'une réalité, de réaliser les blessures que je pouvais porter et à quel point elles me nuisaient et elles m'empêchaient de fonctionner, tu sais, de me lever le matin complètement anxieuse, stressée, avoir toujours peur. En fait, c'est toujours cette crainte d'imaginer que demain pourrait la catastrophe que j'aurais pas pu envisager était pour arriver. Puis évidemment, ben en vivant comme ça, j'avais l'impression que je passais d'une catastrophe à une autre, tu sais, dans le sens d'avoir à un moment donné, j'étais en appartement, puis j'avais une coloc, puis j'avais décidé de quitter la coloc pour rester chez mes parents, là, me réfugier dans la sécurité, la fausse sécurité parentale. Puis là, j'avais peur qu'elle veuille me poursuivre pour non-paiement du loyer. Évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une lettre, une mise en demeure pour non-paiement du loyer. Puis c'était ça, c'est comme une espèce de vie de pas prendre mes responsabilités, de pas m'asseoir avec la personne. Tu sais, c'est genre, je lui avais annoncé clairement, cavalièrement que j'étais pour partir. Évidemment que c'était pour arriver. Fait, tu sais, c'est comme de passer de situation en situation comme ça. Puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête de me dire, ben peut-être, parce que mes parents évidemment vivaient de la même façon. Fait que pour moi, c'était ça qui était normal. Peut-être qu'il pourrait avoir autre chose. Et ce premier pas d'aller consulter, aller faire une thérapie a été pour moi une ouverture dans un monde qui était tellement merveilleux que j'ignorais. Puis là, j'ai commencé à lire de façon vraiment très, très assidue, je peux dire, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, puis commençais à comprendre que finalement, mon univers était pas l'univers, tu sais, dans le sens que je venais d'une famille d'anxieux et que c'était pas la réalité nécessairement de toute la vie. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis je peux dire que ça va faire bientôt 17 ans que je suis activement dans cette démarche. Je peux dire, c'est rendu un style de vie, là. Je veux dire, c'est plus juste pour essayer de régler quelque chose à l'intérieur de moi, mais plus dans cette idée de dire, ben, je vais passer ma vie avec cette curiosité à continuer à découvrir qui est Guylaine. Wow! Qu'est-ce que c'est inspirant, Guylaine. Merci beaucoup de partager ça. Je trouve que c'est jamais très simple quand on accompagne l'autre, quand on est dans cette place un peu de thérapeute, peu importe voilà le domaine d'accompagnement qu'on a choisi, de se livrer comme ça avec notre vulnérabilité, notre fragilité. Et en même temps, je trouve ça tellement juste et fondamental que les gens puissent aussi se représenter que quand on est thérapeute, on a aussi des choses à régler, qu'on a aussi qu'on est humain et je trouve que tu le montres très très bien. Donc merci beaucoup. Donc on va dire que si j'entends bien, t'en as eu marre en fait de faire des répétitions excessives de choses qui te poursuivaient et que dont tu te sentais complètement soumise finalement. C'est ça. C'est une emprise constante, effectivement. Ça a vraiment été ça de dire
à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une autre voie, c'était comme, c'est elle que je veux apprendre à avoir. Puis, mais je savais pas comment l'être dans cette autre voie. Tu sais, j'avais aucun outil. C'était pas quelque chose que je connaissais. Donc, pour moi, c'était clair que je devais trouver une façon que cette voie-là devienne ma façon de vivre, une façon simple, une façon claire de dire, ben, je prends cette décision-là, je la prends en étant persuadée que c'est la bonne décision pour moi. Puis après, je vais vivre avec les conséquences d'avoir pris cette décision-là en apprenant à communiquer, en apprenant à m'écouter, en apprenant à assumer, parce que ça, c'est la chose qu'on ne fait pas quand on est anxieux, on n'assume pas beaucoup. Moi, j'assumais pas beaucoup, c'était fuir. Donc, c'était quand j'avais pas bien fui, je m'en voulais, tu sais. Donc, trouver la façon de toujours savoir où était la porte de sortie, tu sais. Alors que là, d'aller complètement à l'inverse et de réaliser que ça se fait pas. C'est pas quelque chose qui se fait hyper rapidement. Tu sais, le rythme du corps, cet apprentissage-là est pas quelque chose qui va vite, mais qui mérite d'être fait. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est lent que ça veut dire que ça mérite pas de prendre cette voie-là puis d'y aller étape par étape. Fait que ça m'a énormément appris à avoir beaucoup d'humilité, à pouvoir voir à quel point ça peut être difficile de mettre, tu sais, de mettre de la lumière quand c'est un comportement qui est complètement dans l'ombre, puis d'accepter que le déni fait beaucoup partie du processus humain. Puis c'est comme ça qu'on est construit. C'est une façon de se protéger. Je veux dire, fait que je me dis, ben c'est ça qui est là. Fait que c'est pour ça que j'ai probablement encore plein de zones où j'ai plein de déni. Puis de dire, ben c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir dire, ben à partir du moment où est-ce que j'accepte de mettre la lumière dessus, ben ça me permet après de trouver des façons de faire, des façons d'agir qui permettent que des situations cessent d'exister dans ma vie. Puis voilà, oui, c'est vraiment une vraie prise de conscience que tu dois prendre tes responsabilités et que tu es l'actrice de tout ce qui se passe dans ta vie. Et là, tu montres bien, tu illustres bien tout ça, quoi. Waouh, donc tu es une exploratrice, tu es une femme qu'on a eu marre. Alors, tu es une maman aussi. Oui, une maman d'une petite fille de 11 ans maintenant, donc ça passe vite. Ça aussi, ça a été toute une expérience, mais pas ça a été comme si c'était terminé, mais je veux dire, la petite enfance commence à terminer. On commence à ouvrir le volet de l'adolescence. Mais effectivement, ça aussi, tu sais, de changer mes réflexes de l'apprentissage que moi j'avais eu de ma mère. C'est tellement fascinant quand on a des enfants, tu sais, tu es au courant, toi aussi, dans ton expérience, de comment les mots viennent à notre bouche. C'est exactement ce que notre mère nous a dit. Puis comme non, je ne veux pas utiliser ces mots avec ma fille, mais il arrive là juste à la porte de la bouche, puis j'ai l'énergie de faire, je ferme ma bouche, je le dis pas pour parler à ma fille d'une autre façon. Fait que je peux dire que ça a été une belle exploration de à quel point il y a des choses que je savais même pas qui étaient des comportements qui m'appartenaient, que dans l'expérience d'être une mère m'a permis aussi de nettoyer puis de corriger, puis aussi par rapport à moi-même, c'est de réaliser que si je veux parler à ma fille comme ça, clairement c'est parce que c'est un discours que j'entretiens par rapport à moi-même, donc d'être capable d'avoir cette compassion, de travailler cette bienveillance à travers elle, mais aussi à moi. Donc oui, finalement, tu t'es servi de toutes les expériences de la vie comme des espaces d'exploration et comme des moyens d'être encore plus juste avec toi, quoi. Wow. Oui, parce que je sentais qu'elle méritait aussi d'avoir une mère qui était la meilleure version d'elle-même pour faire en sorte qu'elle soit une femme qui ait cette capacité d'avoir son autonomie, puis de croire en elle, puis de croire en ses opinions, puis de croire en ses rêves. Donc, pour ça, je sentais qu'elle méritait que sa mère fasse tout le travail qui était possible de faire pour elle. Et puis un travail que finalement, tu avais déjà démarré avant. Donc, complètement. Complètement. Ça a continué. C'est dans la suite des choses, ouais. Super. Donc, tu as commencé à vraiment bosser sur toi il y a 17 ans, mais ça fait 20 ans que tu es dans le domaine du corps. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi à l'origine ton métier finalement? Oui, ben en fait, par rapport à travailler sur moi, ça a été commencé justement il y a 17 ans. Avant ça, j'avais une relation perturbée avec mon corps. Donc, j'avais un trouble alimentaire qu'on considère à l'époque, là, dans l'ancienne nomenclature, qui était ce qu'on appelait un trouble alimentaire non spécifique. Donc, c'était pas
purement de l'anorexie. Tu sais, j'avais pas les critères diagnostiques de l'anorexie dans la perte de poids puis dans la perte des menstruations, mais c'était une obsession constante. Là. Je me levais à tous les jours de ma vie, c'était d'essayer de perdre du poids. Donc, c'était, puis pas juste un peu essayer, là. C'était obsessif. Puis ensuite de ça, je suis rentrée dans mon bac en nutrition. J'ai commencé un deuxième bac. J'ai fait un premier bac en sexologie et deuxième bac en nutrition. Puis à la dernière année du bac... excuse-moi, le bac, c'est l'équivalent d'une licence, je crois, chez nous, c'est ça? C'est 3 ans d'université. C'est ça. Donc, c'est l'équivalent. Donc, tu as eu 2 licences. Exactement. OK, ouais. Donc, je fais la traduction. Donc, fait c'est ça. Fait à la fin de mon premier bac en sexologie, j'ai fait une pause. Ensuite de ça, j'ai commencé mon bac en nutrition. Donc, toutes ces années-là, troubles alimentaires. Et ensuite, j'arrive à la dernière année de mon bac en nutrition et une chercheure est venue nous parler de l'alimentation intuitive et du nouveau paradigme sur le poids. Et là, pour moi, c'est comme si cette vingtaine-là, toute ma vingtaine, d'être obsédée, puis de prendre du poids, là, c'est surtout ça. Là, je veux dire, c'était pas de réussir à maintenir un poids proche de ce que je voulais. Là, c'était je m'éloignais de mon objectif. Puis quand elle est arrivée, puis elle nous a parlé de ça, pour moi, ça a été un déclic dans ma tête de faire. Quel âge tu as à ce moment-là? J'ai 26 ans, je peux à peu près. Là, c'était ma dernière année de ma deuxième licence. Donc, je réalise finalement que ce qui m'avait préservé, ce qui avait été la protection que j'avais quand j'étais plus jeune, était de manger quand j'avais faim, d'arrêter lorsque j'avais plus faim, de manger tout ce que j'avais envie quand j'étais jeune. Ma mère, elle faisait des tartes ou elle achetait des tartes, puis j'avais plus faim le soir pour en manger. Ben le matin, je me levais puis je déjeunais avec une tarte. Tu sais, je faisais pas une tarte au complet, un morceau de tarte. Il y avait pas de structure autre que de manger au repas, à l'heure des repas prévus, mais il y avait pas il n'y avait aucune règle au niveau de ce qui était OK ou pas OK, mais dès que j'avais plus faim, j'arrêtais de manger. Et quand cette chercheure-là parlait de ça, j'ai compris, dans le fond, ce qui était là que j'avais perdu à travers tout ce contrôle et cette perte de contrôle. Et j'ai commencé à remanger de façon intuitive. Bon, je dis ça comme si c'était simple. Là, le processus s'est fait en plusieurs mois. Et à un moment donné, hors de toute attente, parce que ma quête était pas autour de mon poids à ce moment-là. C'était plus de faire comme c'était simple comme ça de manger quand j'étais jeune. J'étais tellement tannée de me prendre la tête, puis de calculer, puis d'évaluer, puis de toujours me taper sur la tête parce que je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps faim. Et là, de réaliser que dans le fond, je pouvais laisser ça aller comme si, je sais pas comment ça se fait. On dirait que pendant ce moment-là, quand j'essaie de me remémorer cette période-là de ma vie, c'était pas de perdre du poids qui était l'objectif, tu sais, c'était vraiment de reconnecter à ces signaux de faim et de satiété. Puis à un moment donné, le poids s'est mis à descendre assez rapidement. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais revenue au poids que j'avais lorsque j'avais commencé à m'inquiéter par rapport à mon poids. Donc, finalement, je me regardais puis je me trouvais toujours pas plus mince. J'étais consciente que je l'étais parce que mes vêtements me faisaient plus, ils étaient rendus trop grands. Mais je me regardais dans le miroir puis je disais, mais il y a aucune différence. Aucune. Je me voyais aussi mal. Je ne comprenais pas comment je pouvais pas être mieux. Tu sais, parce que, je veux dire, tout le monde le dit, là, quand on maigrit, on est supposé d'être heureux. Puis là, j'étais, il y a vraiment quelque chose d'autre. Puis là, encore là, à ce moment-là, j'ai pas compris ce qui était le autre. Quand j'ai commencé à 30 ans, le processus thérapeutique, rapidement, j'ai fait le lien de dire, OK, c'est vraiment ça le nouveau paradigme. C'est vraiment cette idée d'être à un poids que la nature a prévu pour nous, mais de l'accepter puis d'être bien avec, ça demande d'être bien avec soi-même, tu sais. Puis je peux dire que c'était la première étape qui a comme été réglée au niveau psychologique, de faire comme OK, tu sais. Et donc à ce moment-là, excuse-moi, donc entre le moment, pour juste situer en termes de structure, donc entre le moment où tu rencontres cette chercheure à l'université, le moment où toi tu fais ce travail d'écoute de toi, de réappropriation de ta nourriture, finalement de la manière dont tu t'alimentes, il se passe combien de temps à peu près? Après, à peu près, je dirais, comme quand j'étais encore à l'université, puis j'ai fini l'université au mois de décembre, parce que notre bac, nous, au Québec, en nutrition, termine au mois de décembre. Et lorsque j'ai commencé à travailler au mois de janvier,
c'était récupéré. Mes signaux étaient clairs, je savais Donc, quand ça t'a j'avais pris faim, je savais quand j'avais année, faim. quoi. Ça t'a pris À une peu année. près. OK. À peu près, Et ouais. donc, là, tu étais Ouais. déjà prête Ouais. à faire quoi comme métier, finalement, à ce moment-là? À faire le métier de nutritionniste. Donc, c'était clair pour moi que je n'étais pas pour imposer une diète à aucune personne que je consulte, qui me viendrait me consulter. Wow. Fait que c'était vraiment beaucoup, tu sais, dans mes premiers 2 ans de travail, je peux dire, quand moi-même j'étais en train de régler ma relation avec mon corps, était très orientée sur l'assiette, tu sais, dans le sens de, le comportement alimentaire, ça a toujours été ça, mais dans le sens de très orienté autour de manger, tu sais, toute la partie image corporelle était pas quelque chose que j'adressais dans les 2 premières années de ma carrière parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas encore intégré pour moi. Donc, je parlais du comportement alimentaire parce que c'était clair pour moi, j'étais là, il y a pas d'issue là-dedans, là. Je veux dire, si on veut baisser l'obsession, c'est de travailler le comportement alimentaire. Et lorsque ma relation avec mon corps a été réglée, ça a été assez complexe pour moi de comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que la relation avec le corps a été réglée? Parce que ce qui était vraiment fascinant, c'est que je me regardais dans le miroir et j'étais capable de voir littéralement ma morphologie changer alors qu'elle changeait pas, là. Mon corps bougeait plus, là. Ma perception de mon regard se transformait. Alors que mon corps, j'étais capable de regarder mon corps plus dans sa globalité que de regarder mon corps juste où est-ce que je trouvais qu'il était trop gros. Donc, c'était ça, dans le fond. Tu sais, c'est pas que les parties que j'aimais pas, ça m'insistait, c'était que j'étais capable de voir d'autres parties de mon corps qui commençaient à être là, d'être capable de voir une image de moi de la tête aux pieds et non pas juste de voir les hanches qui débordaient ou les fesses qui étaient gigantesques. Puis c'est comme ça que mon image s'est transformée. Et là, j'ai compris justement que, puis pour moi, je peux dire qu'à ce moment-là, tu sais, c'est sûr que c'est pas comme une journée que je me suis réveillée puis soudainement j'aimais mon corps, mais de faire comme il y avait quelque chose qui s'apaisait à l'intérieur de moi tellement profondément que je me suis dit c'est absolument ça que je dois faire comme métier. Comme tu sais c'est devenu au-delà d'un métier, c'est devenu comme une mission, tu sais de dire parce que tu sais je travaillais avec les femmes, puis là ils venaient me voir, puis là ils me disaient je veux manger de façon intuitive pour maigrir, puis la quête de l'amaigrissement à travers les signaux de faim et satiété, puis j'arrivais pas à avoir les mots exacts pour leur dire le processus doit pas être autour de la perte de poids, le processus doit être autour de cette acceptation, de cette confiance qu'on peut avoir de notre corps, mais aussi notre rôle de l'aimer. Tu sais, c'est comme un choix conscient qu'on doit faire à un moment donné, d'arrêter d'haïr son corps puis de commencer à apprendre à l'aimer. Mais ça prend des aptitudes relationnelles, des compétences que j'avais pas à cette époque-là. Donc, ça a été ça. Après, je peux dire ma quête de dire je dois arriver à devenir compétente à aider les femmes à leur faire le pas à pas, parce que là, j'étais capable de leur faire le pas à pas pour manger de façon intuitive, mais j'avais aucune idée de comment leur faire le pas à pas pour arriver à reconnecter avec elle-même. Puis c'est là que donc, en j'ai fait. Si je comprends bien, excuse-moi de te couper, si je comprends bien, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de séparation entre ta manière d'explorer pour toi-même et ta manière d'explorer pour l'autre, c'est-à-dire dans l'accompagnement. Ça a toujours été complètement un processus, j'ai envie de dire, parallèle, en fait. Donc, plus tu comprenais pour toi, plus tu pouvais accompagner l'autre. C'est ce que tu dis. Exactement. Mais ça a toujours été quelque chose qui était dans ma façon de travailler pour moi, dans le sens que chaque pas que je faisais vers moi était, je vais l'amener pour que, pas nécessairement le même pas, mais le même résultat. Donc, si moi, je suis capable d'arriver à ce résultat-là, parce que chaque être humain est différent, c'est pas les mêmes stratégies qui vont fonctionner pour moi, qui peuvent fonctionner pour quelqu'un d'autre, mais le résultat, lui, les gens sont dans la même quête que moi. Puis de dire, bon, mais si pour moi, cette façon-là fonctionnait, je dois trouver parce qu'évidemment, j'allais l'essayer sur mes clients. Puis là, pour une, ça accrochait, pour l'autre, non. J'ai dit, OK, comment maintenant, en sachant que c'est ça l'objectif, comment je peux trouver d'autres modalités, d'autres façons de travailler qui va faire que pour elle aussi, elle va être capable de faire ce prochain pas-là. Puis j'avançais comme ça. Parce que pour moi, c'est ça, c'est devenu très, très clair de dire, si on n'est pas capable d'arriver à une étape où est-ce qu'on considère qu'on est uni avec notre corps,
on peut jamais régler sa relation avec son corps. Jamais. Ça va être une quête à vie avec différentes façons de faire, de diètes, avec, je veux dire, il y a des milliers de diètes qui existent sur le marché. Finalement, ce que tu dis, c'est que il y a cette dimension, d'abord, dans tes étapes à toi, ce que tu décris, c'est qu'il y a la dimension, constatation. Donc, j'ai un problème et je veux le régler, j'en ai marre. J'en ai marre de fonctionner sur le même schéma. Il y a une prise de conscience, donc à ce moment-là, tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est un spécialiste, et ça, je trouve vraiment important de décortiquer ça. Ensuite, tu comprends qu'il y a une problématique autour de l'obsession, finalement. Et après, tu fais le lien entre l'obsession et la nourriture. Puisque ton obsession, c'est la nourriture, mais in fine, cette obsession, c'est la phase au-dessus de l'iceberg, puisque tu te rends compte un peu plus tard que cette obsession vient nourrir une image de ton corps. Et cette image de ton corps, tu ne peux pas t'en apercevoir tant qu'il n'y a pas de modification et que ton esprit est toujours le même. Et là, j'ai envie de faire l'analogie avec, dans le travail thérapeutique, il y a cette dimension de quelle est ma réalité, quelle est ta réalité et quelle est la réalité. Et finalement, on ne répond jamais à cette question, puisque ma réalité, par exemple, de victime, si je considère que je suis une victime dans une situation, c'est ma perception de ça. Tu pourras m'expliquer par A plus B que je ne suis pas une victime, mais que je contribue au processus, et je te montrerai par A plus B que tu te trompes. Donc finalement, ma réalité à cet endroit-là, elle est complètement biaisée, et finalement, c'est exactement la même chose concernant le corps. Je pourrais te dire par A plus B que tu es une jolie femme, que tu as beaucoup de splendeur, de grâce, d'élégance. Si toi, ta réalité, elle est tout autre, on ne va jamais s'entendre, finalement. Donc, il y a tout le processus, et finalement, étape par étape, tu viens à ce que je vais appeler l'unicité. L'unicité entre, effectivement, le corps et notre perception, donc notre esprit, finalement. C'est ça. Exactement. Waouh, c'est vachement inspirant. Franchement, Guylaine, c'est très inspirant, d'autant que, moi, je te l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que ce qui me touche particulièrement, c'est de comprendre un processus avec intelligence. Je m'explique. Il y a le témoignage, tu sais, le témoignage de la personne qui a réussi à traverser des choses. Et puis, je sais pas, on a plein de témoignages. Maintenant, tu le vois sur Instagram ou sur Facebook avec des avant-après. Donc voilà, là j'étais super grosse et puis là je suis devenue super fine et c'est grâce à telle chose ou grâce à telle chose. Et puis il y a souvent on n'a pas le processus, on a juste est-ce que tu veux voir ce que j'ai mangé toute la journée? That's it. Et puis finalement quand on regarde, on n'a pas de processus détaillé, step by step, mais comment tu as fait concrètement? Parce que moi, quand j'ai envie de manger une glace et que finalement je mange une pomme, comme tu dis, et que finalement j'ai pas mangé la glace, bah finalement l'obsession elle va continuer, elle va s'alimenter. Mais comment elle va augmenter? Elle va augmenter. Toi, comment tu gères ce genre de situation? Ces personnes-là qui font des avant-après ne vous expliquent pas comment elles gèrent l'obsession, pas du tout. Elles n'en parlent même pas. Donc du coup, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, d'abord sur cette première partie qui est la présentation de qui tu es, c'est cette idée que on peut pas se dissocier de notre expérience psychologique, émotionnelle et physique en fait. Quand on est accompagnant comme ça, et ça c'est vraiment fondamental et très important. Moi j'ai toujours tendance, quand on me demande de faire des interventions, voilà, quand c'est des sujets que je n'ai pas fini de traverser personnellement, je me refuse de les aborder. C'est-à-dire que je fais plein de conférences, plein d'interventions, des podcasts, des retraites, que sur des sujets que j'ai pu vivre vraiment et que j'ai pu traverser et qui sont derrière moi. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être malhonnête en fait et de pas vraiment partager quelque chose de vendre du fake, quoi. De dire oui, voilà. Et c'est pour ça que sur certains sujets, eh bien, c'est très important de savoir dire non et de dire non, en fait. Là, j'aborde pas ça. Et de se spécialiser comme toi, par exemple, qui effectivement a fait de cette quête de l'unicité une mission, quoi, finalement. Et je trouve ça... Je trouve ça génial. Oui, parce que le soulagement que j'ai vécu lorsque j'ai finalement réussi à transcender cette étape a été de me dire, mais ce cadeau-là que je me suis fait, je dois comme dans toutes les fibres de mon corps, le partager. C'était je veux dire, à la limite de sentir ma raison d'être, ma raison d'être sur cette terre-ci et de permettre
à toutes les femmes qui vont me croiser de pouvoir elles aussi se libérer de ce poids-là qu'elles portent, parce que pendant qu'on porte ce poids-là, on réalise pas qu'on n'est pas en train de mettre l'énergie à être heureuse, à être bien. Je veux dire, on devient tellement habitué de penser à ça constamment que c'est comme si ça dérange pas. Je veux dire, on y pense, puis on est tellement habitué d'y penser que c'est comme quelque chose qu'on fait en se disant ça enlève zéro énergie dans ma vie. Mais quand on s'en débarrasse, lorsqu'on sent quand le fardeau s'en va, on réalise qu'on portait un poids psychologique, émotionnel qui nous ralentissait dans la vie. Et c'est vraiment pour ça que c'est devenu quelque chose de si important pour moi de dire, je vais continuer à me déployer, je vais continuer à me développer pour ne pas avoir aucun obstacle à permettre qui va m'empêcher de transmettre ce message. C'est trop important. Donc, à ce moment-là, donc, tu es nutritionniste. Oui. Et donc, tu partages au fur et à mesure de tes apprentissages personnels à tes patientes ce que tu as appris et finalement des options et des solutions que tu peux leur proposer au fur et à mesure. Et puis, finalement, combien de temps après tu as créé Mula? Parce qu'il faut qu'on en parle un peu de Mula. Mula a été fondée en 2006, donc après avoir écrit mon premier livre, Manger. Puis encore là, tu sais, c'est pas juste parce que j'ai écrit mon livre Manger que là, bon, le succès de ce livre-là faisait que j'avais des demandes, j'avais une liste d'attente qui s'étirait, puis je voyais pas le jour où j'étais pour voir les gens, mais ça n'a pas été juste parce qu'il y avait une liste d'attente, j'ai engagé une personne. Ça a été vraiment comme encore là une profonde réflexion de me dire, dans cette idée de vouloir aider le plus de femmes possible, je m'étais dit je vais écrire un livre, ça va permettre de toucher plus de femmes, pour réaliser que finalement ça avait plus soulevé de questions que de donner des réponses, dans le sens où est-ce que je recevais des témoignages de gens qui disaient wow, ce livre-là a transformé ma vie, mais pour une personne que le livre était suffisant, il y en avait 10 qui avaient besoin d'accompagnement. Et là je me suis dit si je veux avoir cet impact-là comme je souhaite avoir, c'est important d'avoir plus de personnes qui vont être bien formées à pouvoir elles aussi avoir le même impact que moi. Donc, ça a été comme ça que Mula a été fondée, dans cette idée de dire, je veux augmenter le nombre de personnes qui vont pouvoir elles aussi accompagner d'autres personnes à se libérer de leurs relations négatives avec leur corps et leur alimentation. Donc, ça a été pendant, je dirais, à peu près 4 ans, 5 ans. Donc, en 2006, 12 ans, excusez. Donc, jusqu'en 2015 environ. Voyons, je suis toute mêlée dans mes... Ouais, c'est ça. Et en 2015, là, il y a eu une autre réflexion parce que ce que je réalisais, là, j'étais rendue avec 6 cliniques, il y avait comme 40 personnes qui travaillaient avec moi. Et là, je réalisais que le message n'était pas transmis. Tous ne portaient pas, puis je vais pas leur prêter des mauvaises intentions, c'est pas à partir d'une mauvaise intention, c'est juste pas à partir d'une mission aussi profonde que la mienne, tu sais, cette espèce de, c'est pas juste, on fait pas juste travailler, on sauve des vies, c'est une mission importante, tu sais, qu'on doit prendre avec sérieux. Puis là, je réalisais que, tu sais, j'avais des professionnels qui travaillaient avec moi 4 heures par semaine, d'autres qui travaillaient avec moi 10 heures par semaine, d'autres qui travaillaient à 3 heures de Montréal. Donc, ça faisait que l'essence semblait se diluer. Puis surtout quand j'ai réalisé au niveau des statistiques, on avait comme 500 clients par année, puis il y en avait là-dessus 65% qui quittaient après 5 rencontres. Je me disais, avec 5 rencontres, ces gens-là n'ont pas eu les bénéfices du service qu'on peut leur offrir. Et là, ça m'a amené dans... Si je comprends bien, c'est que à ce moment-là, le service que tu proposes, donc entre 2006 et 2015, c'est des thérapeutes, donc des nutritionnistes. Et des psychologues. Et des psychologues qui sont formés à ta méthode. L'alimentation intuitive, exactement. L'alimentation intuitive. C'est ça, exactement. Puis les psychologues sont spécialisés en troubles alimentaires. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là de travailler les troubles alimentaires. Puis c'est ça. Donc mais tu sais, tout le côté nouveau paradigme, toute l'approche du empowerment au niveau du corps, toute la dimension plus développement personnel, elle n'est pas là parce que j'étais pas là. Donc là, c'était vraiment plus à cette époque-là une quête psychologique avec des psychothérapeutes qui étaient faites à la clinique et dans ma vie. Et à ce moment-là, c'est ça. Fait que là, j'ai réalisé parce qu'il y a pas personne qui est magicien, là. Je ne peux pas régler une relation perturbée de 25 ans avec une personne en 5 rencontres. Donc, pour moi, c'était clair que 5 rencontres, là, les personnes
rentrait chez nous avec l'espoir d'avoir une vie transformée et partait de chez nous en disant ces gens-là ne peuvent pas m'aider. Donc pour moi, puis 65% de la pratique était ça. Pour moi, c'est pas suffisant. C'était pas pour ça que j'avais fondé Mula. Ça correspondait pas à mon objectif de carrière. Puis pour moi, c'était pas possible de continuer dans cette direction-là, à juste ouvrir des cliniques, puis faire comme on s'en fout que les gens viennent juste 5 fois puis que leur vie soit pas transformée. C'est pas ça mon essence. C'était en dissociation avec mes valeurs là, d'une façon incroyable. Oui, et puis même la structure même de ton message, quoi. Tout là, ça fonctionnait pas là. Ça paraissait bien de l'extérieur, mais pas vraiment pas mon objectif. Donc j'ai eu une réflexion et j'ai commencé à faire du développement personnel. Donc tout est arrivé comme tu sais la vie des fois quand les astres sont bien alignés, tu sais au moment où est-ce que ça fait aucun sens, commencer à faire un processus de croissance personnelle et là je suis tombée en amour. Là, pour moi, c'était exactement ça, tu sais, d'avoir toute la portion de donner les raisons. Donc, dans la croissance personnelle, il y a un discours qui est tellement différent de la psychothérapie. Tu sais, c'est deux discours pas différents. C'est comme ça vise pas la même chose. Tu sais, donc pour moi, c'est devenu clair de me voir aller lorsque j'étais dans mes défenses. Quand j'ai réalisé que finalement j'avais passé ma vie dans mes défenses, j'étais comme oh my god, c'est toute ma vie dans les défenses. Donc au lieu d'être avec les gens, j'étais en train d'être dans le pleaser, de vouloir leur plaire. Donc c'était pas authentique. Puis pourtant, ça faisait des années que je faisais de la psychothérapie. Puis là, tu sais, les prises de conscience rentraient là, pou. Et là, je me disais c'est ça que je veux offrir aux femmes, c'est ça que je veux leur donner. Donc, à partir de là, j'ai démantelé toutes mes cliniques. Je veux dire, ça a été là une réunion. Alors, quand tu dis clinique, c'est des cabinets, hein, c'est ça? C'est des cabinets. Oui, c'est ça. J'avais 6 cabinets dans 6 villes différentes, exactement, de Montréal, Donc, du dans Québec. Dans tes cabinets, tu réunis des accompagnants, nutritionnistes, etc. OK, super. Psychologue, psychothérapeute. Donc, et là, j'ai fait une réunion en disant, vous pouvez continuer à avoir vos clients. Là, je vais pas comme vous couper l'herbe sous les pieds. Vous continuez à avoir vos clients, mais ne continue pas à vous donner des nouveaux clients. Change l'angle, on fait des programmes, on parle de croissance personnelle. L'intention est d'amener les gens dans cet espace d'accomplissement, de connexion profonde avec eux-mêmes, apprendre à prendre soin d'eux dans un processus vrai. Parce que quand on fait des diètes, si on écoute les gens disent je veux prendre soin de moi. C'est leur quête, elle est bonne. Je veux dire, les gens font pas une diète en disant je veux me massacrer, je veux me faire du mal. Personne dit ça. C'est juste que la stratégie n'est pas une stratégie qui est vraiment dans un espace de prendre soin de soi, parce que se priver ou se gaver n'est pas de prendre soin de son corps. Notre corps a besoin d'être nourri pour fonctionner et notre travail est d'apprendre à fonctionner avec le corps dans ce que lui demande. Sauf que d'écouter, de reconnaître, d'entendre et d'avoir assez d'amour pour soi-même, de dire il mérite que je m'arrête parce que je suis fatiguée. Il mérite que je m'arrête pour le nourrir. Il mérite de passer il mérite pas parce que c'est un esthétique. Je veux dire, les gens peuvent avoir un discours tellement violent envers leur corps ce corps est tellement dégueu que pourquoi je l'écouterais, puis il me fait honte, puis je le traîne partout où je vais, puis il mérite de passer de un à l'autre. C'est justement toutes les étapes de la croissance personnelle que j'ai mis à travers les différents programmes de Mula. Et à partir de là, tu as utilisé la croissance personnelle, le développement personnel au service finalement du corps, de la nourriture, de la relation à la nourriture, de l'image de soi. OK, wow, OK. Et donc, finalement, la grande différence, ce que j'entends, c'est que, il y en a plein, hein, mais la grande, c'est cette idée d'engagement et de je te prends en charge du début à la fin du programme pour que tu traverses finalement toutes ces étapes et que tu ne fuis pas avant. Exactement. J'imagine, Guylaine, en termes de processus parallèle, tu te voyais un peu faire quoi avec ces gens. Toi, à l'époque, tu fuyais aussi pas mal et là, tu les voyais faire. Ça devait pas être très cool pour toi. Mais en même temps, ça m'a permis d'avoir beaucoup de compassion pour les gens. Je le sais à quel point c'est pas facile. Je le sais à quel point les mécanismes qu'on a de fuite, qu'on a utilisés toute notre vie, ils se reproduisent partout. Je suis capable de comprendre. Et justement, le travail que je fais sur
moi, que je fais avec l'équipe, on a une plus petite équipe, évidemment, maintenant, mais tout engagé justement dans cette même mission de dire, bon, mais la cliente, elle est dans la fuite, la cliente est dans l'attaque, la cliente est complètement figée et ça nous permet de comprendre comment l'autre réagit et de voir que dans le fond, c'est pas sa source, c'est un reflet de ses mécanismes qui fait qu'elle a peur, puis d'être capable de dire, bon, mais comment est-ce qu'on peut s'ajuster pour être au rythme de la personne pour justement pas faire lever ses réflexes puis ses enjeux de peur et en même temps développer, comme je disais, quand c'est long, c'est un processus de reconnexion à soi, de dire, bon, mais à travers cette lenteur avec lequel on doit travailler pour le corps, avec le corps, ben de garder la patience, parce que souvent les gens deviennent impatients. C'est comme, ils commencent un processus, 3 mois après, ils s'attendent que tout devrait être réglé, là. Ils sortent de là toute neuve et pouf, tout est beau. Et pour certaines personnes, ben c'est pas un processus de 3 mois, c'est un processus de 3 ans. Pour certaines personnes, c'est un processus d'1 an. Pour une autre personne, c'est un processus de 6 mois. Donc, chaque personne est dans son rythme à elle et d'être capable de les accompagner pour qu'elles gardent le cap sur où est-ce qu'elles s'en vont et pourquoi elles ont fait le choix de s'engager dans une démarche comme celle-ci. Oui, oui, bon, c'est pas drôle de travailler avec toi, quoi, Guylaine. En clair, il faut du temps. On sait rien. On sait pas on sait quand on démarre, on sait pas quand ça se termine. Ah oui, c'est pas vendeur ton truc en fait. Pas vendeur du tout. T'as été dans un truc là où on te dit, allez, en 2 mois c'est réglé, en 3 mois c'est réglé. Ouais. T'as dû dire, ah non, pas du tout. Chez moi, c'est. Alors, je fais cette petite remarque parce que il y a aussi beaucoup de blabla dans l'alimentation intuitive. Hein. J'ai regardé des choses qui m'ont assez choquée. Alors bon, évidemment, ça rentre un tout petit peu en France, là, on commence à en parler. Mais je ne vois pas comment, avec tout ce que tu viens de dire, et donc ça me fait du bien de l'entendre parce que du coup, mes alertes étaient déjà ouvertes, tu vois, mais je me suis dit, bon, on va confirmer ça avec la spécialiste. Comment on peut, par exemple, créer un site ou faire de la publicité, donc de la promotion sur l'alimentation intuitive pour maigrir? C'est complètement opposé à ce que tu es en train de dire là maintenant. C'est-à-dire que tu es en train de dire l'alimentation intuitive, c'est une reprogrammation totale de notre rapport à la nourriture, de notre rapport à notre corps. Ce n'est pas pour maigrir. Maigrir, ça peut être le résultat, mais c'est pas dit qu'on va maigrir avec l'alimentation intuitive. Non, effectivement. Et comment faire pour faire quelque chose à travers justement un message où on vit dans une société où les gens pensent que le corps est modelable, qu'on peut choisir le poids qu'on veut, puis qu'après ça on a juste à faire les efforts nécessaires et on devrait l'avoir. En fait, pour moi, ce qui a été assez révélateur, c'est de réaliser que avec cette façon de penser-là, les gens se retrouvent après 20 ans, 25 ans, 30 ans de quête. Je sais pas, tu sais, les gens, quand ils disent « je manque de motivation », je leur dis « mais comment pouvez-vous penser que vous manquez de motivation quand ça fait 30 ans que vous essayez à coup de diète par-dessus diète par-dessus diète? » Donc, des choses dures, là. C'est pas facile de perdre du poids, là. Ça demande une énergie monstre de penser que vous pouvez croire que vous manquez de motivation. Et je pense qu'après ces années-là, vous avez assez de preuves que ça fonctionne pas. Donc, vous avez le choix de continuer à garder la même façon de penser qui va vous continuer à vous donner les mêmes résultats qu'avant ou de changer de façon de penser et de vous dire « et si je pouvais juste arrêter d'être obsédée par rapport à mon alimentation? Et si je pouvais juste être libre? » Attends, Guylaine, tu vas beaucoup trop vite pour moi. Là, tu me donnes 12 informations à la minute. Mais déjà, tu dis quelque chose de fondamental. Tu dis « on ne peut pas dire qu'on manque de motivation alors que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on s'occupe de ce putain de problème. » Et je dis putain de problème parce que moi, je reçois des gens toute la journée, des femmes, en l'occurrence, toute la journée, qui souffrent, qui sont effectivement dans l'impuissance totale parce qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas assez ceci ou assez cela pour pouvoir perdre du poids. Donc, ce que tu dis, c'est énorme. On pourrait écrire un bouquin que sur ça. C'est « vous ne manquez pas de motivation ». Non, mais c'est quand même énorme d'entendre ça. Parce que, je veux dire, moi, là, je te dis plein d'informations parce que quand je te dis que j'entends beaucoup de blabla, il y a cette idée aussi que finalement, ton énergie, en fait, tous ceux qui n'arrivent pas à avoir le corps qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire évidemment celui qu'on véhicule,
Alors, tu parlais effectivement du sport, de l'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, on a la chirurgie esthétique est partout. Donc, ça veut dire que c'est simple d'avoir le corps qu'on veut. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit, tu te fais liposucer, un petit lifting, une petite rhinoplastie, et puis, bon, on va faire un peu de sport, mange des fruits et des légumes, et tu verras, tout ira bien. Et si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que tu es nul. Et c'est vraiment que tu es responsable de ta, j'ai envie de dire, de ta loser attitude, quoi. C'est quand même ça. Donc, finalement, on n'est que dans la culpabilité. Et à côté de ça, on a un autre mouvement. Donc, effectivement, cette idée de l'acceptance. Donc, acceptons-nous. Voilà, il faut s'accepter. Alors, je m'aime pas, je me sens pas bien dans ce corps, mais il faut quand même s'accepter. Donc, si tu t'acceptes pas, c'est pas OK. Donc, ça veut dire qu'on refuse aussi l'idée que tu souffres dans ce corps et on veut même pas savoir pourquoi. Accepte-toi et ta gueule, quoi, en fait. C'est tout. J'accepte. C'est genre. Donc, finalement, les gens qui sont dans la voie du centre, là, parce que on est nombreux à être dans la voie du centre, ils disent, bon, OK, m'accepter, ça me va pas. All right? Avoir l'impression que je suis un loser alors que moi, je suis par ailleurs quelqu'un qui effectivement a passé ma vie à réfléchir à la nourriture et qui a passé ma vie à réfléchir à mon corps et à me dire, mais comment je peux faire? Ben, la voie du centre, c'est quoi finalement, Guylaine? Qu'est-ce que c'est que cette voie du centre? Parce que finalement, moi, je suis désolée, mais les informations sont tellement contradictoires que je comprends que les gens puissent être dans la confusion et qu'ils puissent être encore plus impuissants qu'au début de l'histoire, quoi. Parce que, exactement. Oui, puis ça a été quelque chose que je peux dire qui a été assez intense pour moi de prendre position. Pas contre le body positive parce que c'est pas le point, mais de plus de dire attends, il y a des nuances par rapport au body positive. Quand une personne justement est pas à accepter le poids qu'elle a, quand la personne est compulse, quand elle mange, puis de dire ben continue à compulser en autant que tu acceptes ton corps. Pour moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mes valeurs sont de dire non, ce corps-là mérite qu'on en prenne soin. Et la voie du milieu, elle est là. Donc, c'est d'apprendre à s'aimer, puis pas d'une façon cliché, poche de « Ah, je m'aime ». Non. Réellement faire un travail sur soi, réellement dire « Attends, quand je suis triste puis que je me retrouve à manger de la crème glacée, ben peut-être qu'il y a une autre façon de gérer mes émotions que la crème glacée, puis de faire ce travail de déconstruction des comportements qui deviennent des automatismes parce que j'ai pas appris à gérer mes émotions, parce que j'ai pas appris à gérer ma colère, parce que j'ai pas appris à communiquer d'une façon que les deux personnes sortent de la conversation gagnant-gagnant. C'est pas parce que je l'ai pas appris que je ne peux pas l'apprendre. Et en l'apprenant, j'ai comme conséquence ou comme résultat de plus me tourner vers la nourriture, qui est, à mon sens, un petit bénéfice comparé au grand bénéfice d'avoir le comportement approprié en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Quand on a la conversation difficile puis que l'autre personne dit « Wow, je suis content d'avoir eu cette conversation-là, merci de m'avoir donné la clarté par rapport à ce que je vivais », le sentiment qui est généré à l'intérieur de nous vaut 1000 glaces qu'on pourrait prendre dans le frigo. Donc, là, présentement, le travail que je fais, c'est de vraiment mettre l'énergie à dire vous voulez arrêter d'être obsédé par rapport à votre alimentation, mais je sais profondément que le vrai bonheur, le vrai plaisir de ce travail-là, c'est quand on arrive à avoir les comportements et les pensées adéquates en fonction des émotions qu'on vit. Donc, c'est ça, la voie du milieu. C'est une voie qui est pas la voie simple parce que se priver puis dire comme n'importe comment, de toute façon, j'aime mon corps puis je m'en fous. C'est comme des plasters, comme des qu'on met sur... C'est ça, Guylaine. Le « je m'en fous », moi je peux le rencontrer plein de fois avec des clientes et des clients qui peuvent vivre des situations difficiles avec des gens, par exemple, et qui sont très heurtés, qui sont tristes, mais qui ne s'autorisent pas à vivre cette tristesse. De toute façon, je m'en fous, il n'est pas important pour moi. Exactement. Et du coup, on range le dossier un petit peu comme ça. Et moi, je pense à plusieurs personnes, là, en ce moment, en te parlant, et tu vois leur peine, tu vois leur colère, tu vois non, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Mais non, on s'en fout pas. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, là, dans ce que tu dis, parce que je me sens très, très proche, finalement,
de ta méthode, même si effectivement je travaille pas sur cette notion du corps, en tout cas pas sur le plan technique, plus sur la question énergétique. L'idée, c'est de savoir que finalement, là où c'est pas vendeur et là où c'est pas, c'est que c'est pas facile. C'est que c'est pas facile et c'est que cette déconstruction, cette observation, cette écoute, cette ouverture vers soi, eh bien, tout ce processus est un apprentissage à l'amour. Et c'est ça, finalement, que tu es en train de dire. Moi, j'ai créé un programme sur l'amour. Et puis, mon programme sur l'amour, il est très, très, très... il est dans une dimension un peu, tu vois, spirituelle et il s'agit de l'amour au sens large parce que j'en ai eu marre de voir sur les réseaux en l'occurrence, mais aussi dans d'autres, avec les agences, les gens que je peux rencontrer, les 3 manières de ne plus être célibataire, les 3 manières de ne plus tomber sur des pervers narcissiques, tu vois, cette espèce de truc où finalement ça devrait être simple. Les 3 manières de ne plus tomber sur des connards, hein, tu vois. Et donc il y a ce truc un peu de fantasme qu'il y a un moyen rapide et simple et qu'il suffit juste de mettre ces 3 outils en place et tu verras, tout ira bien. Et en fait, c'est pour ça que ce genre de méthode qui demande effectivement de l'écoute, de la curiosité envers soi, eh bien, sont beaucoup plus complexes à intégrer dans la société parce qu'on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie de quelque chose de complexe. Alors, on veut le résultat, on est d'accord. Mais par contre, on veut pas vivre toutes les étapes. En même temps, c'est pas, je dirais, c'est pas complexe. C'est juste qu'on est dans une société. Moi, je dis la société est handicapée des émotions. Là. Donc, on vit dans une société handicapée des émotions. Mais la réalité, c'est qu'on vient tous au monde équipés émotionnellement. Là. Les enfants savent exactement comment vivre leurs émotions. On désapprend parce qu'on dit non, pleure pas, c'est pas grave. Pleure pas, t'as pas mal. Dire à un enfant, t'as pas mal, comme l'enfant fait. Non, c'est rien. Je suis pas supposée d'avoir mal, mais pourtant, moi, ma vérité, c'est que j'ai mal. Pourquoi le parent qui devrait tout savoir me dit que j'ai pas mal, donc il doit avoir raison? Donc, tranquillement, pas vite, on se déconnecte de notre réalité pour dire, clairement, mon corps doit m'envoyer des mauvais signaux. Puis là, on arrive adulte, puis là, on est déconnecté, puis là, on se dit, c'est dur de redevenir connecté. Attends, là, c'est pas dur. À la base, c'était simple. Mais, et c'est pour ça que je me dis, ça mérite qu'on fasse le travail, d'avoir le courage d'avoir ce message qui est pas vendeur, parce que c'est pas vrai que c'est pas facile. C'est dommage parce qu'on est dans cette société-là, mais je me dis, plus on va la travailler, cette société, plus on va revenir à nos sources, plus on va permettre à la future génération de jamais se décrocher de ses émotions pour que je dis n'importe quoi, mais dans 200 ans, qu'on regarde la société d'aujourd'hui puis qu'on dise, ils vivaient déconnectés de leurs émotions. Pourtant, c'est comme comment pouvaient-ils arriver à déconnecter de leurs émotions alors qu'on vient tous au monde connecter sur nos émotions? Fait que c'est plus dans cette idée-là de réaliser que je suis pas en train de faire en sorte que les gens vont envoyer des Spoutniks sur la Lune. Là. Je veux dire, on se reconnecte juste, et quand on dit là, c'est pas de la science nucléaire cette affaire-là. C'est quelque chose avec lequel on est venu au monde. On est supposé d'être, on est tous outillés pour être connectés sur nos émotions. Moi, je suis juste là pour refaire le chemin, parce qu'une fois qu'ils se reconnectent, après, c'est fait, là, je veux dire. Puis c'est ça aussi que je voulais dire à travers ce que tu dis, c'est que réaliser que ça va prendre peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans de ma vie pour régler 30 ans d'expériences négatives. On s'entend que quand on met les choses en perspective, c'est un travail excessivement rapide. Je comprends que le 3 ans, c'est pas dans notre discours à nous de dire c'est rapide, mais moi, quand je regarde le processus le progrès que les femmes font en 3 ans de programme chez nous, où est-ce qu'elles sortent comme complètement branchées avec une perception de leurs émotions comme tellement claire. Je me dis, mais c'est pas long, 3 ans pour régler 30 ans, 25 ans, 20 ans, même pour régler 4 ans, c'est pas long d'en mettre 3 ans. C'est drôle parce que l'année dernière, à une conférence, j'ai eu une question un peu comme ça, de dire oui, non, mais attends, la fille qui était là, elle me disait, mais attends, je comprends pas, c'est long, quoi. C'est long, un travail thérapeutique, c'est long. Voilà, moi je fais pas de travail bref, donc c'est des processus aussi. Et je lui dis, mais et je sais que c'est une femme brillante. Voilà, elle a eu un doctorat, elle a lancé un master. Alors le master, tu sais, c'est 5 années. Je sais pas si c'est comme
pareil pour vous. Et je dis, mais t'as passé 10 piges de ta vie à l'école. T'as appris des trucs sur des sujets que tu utilises carrément pas aujourd'hui, en fait, pour vivre. OK ? Et c'était OK pour toi. Par contre, passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même pas l'équivalent d'un master, pour apprendre sur toi et sur ton système, ça te paraît long. Donc, et je trouve que c'est vraiment une perception aussi, tu vois. Je pense que, bon, d'abord, en psy, on a hérité, on a un héritage pas facile, avec effectivement la psychiatrie, Freud, Lacan. Donc, on a cette idée que travailler sur soi, ça veut dire être un peu fou. Et puis, donc, ça veut dire être malade. Alors, même si c'est dans certaines sociétés, c'est de moins en moins le cas, l'idée d'investir du temps, d'investir de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, l'idée d'investir effectivement son énergie là-dedans, c'est pas encore hyper accessible pour tous. Exactement. Moi, je travaille avec pas mal avec le Brésil et j'ai des gens sur place, mais eux, dès la sortie du bac, donc dès qu'ils commencent à rentrer à l'université, ils ont tous un psychanalyste. Tu vois, c'est genre, ils ont déjà un psychanalyste. Des gens avec lesquels j'ai travaillé, ils venaient pour un complément autour de... Parce que moi, mon expertise, c'est quand même l'analyse transactionnelle. Donc, ils étaient curieux de ça. Ou effectivement, c'était en entreprise, ils étaient intéressés par d'autres méthodes. Mais ils sont déjà dans quelque chose d'hyper... c'est accessible, en fait. C'est pas hyper tabou. Nous, en Europe, en tout cas, voilà, c'est pas le cas partout encore. Et encore moins en France. Alors, au Luxembourg, moi, je suis au Luxembourg, n'en parlons même pas. On n'en est encore vraiment pas là. On est encore derrière, quoi. Donc, c'est vrai que, je le répète, mais en fait, il faut arrêter de rêver, quoi. Il faut arrêter de rêver. Arrêter d'imaginer que le changement va se faire demain matin. Et puis surtout, il va se faire sans toi aussi. Il va se faire de l'extérieur. Il y a quelque chose de l'extérieur. Parce que moi, ce que j'entends pour ce qui est du corps et de l'alimentation, c'est je n'ai pas encore le déclic. Voilà. J'attends le déclic. À un moment donné, il va y avoir un déclic. Et moi, ma théorie sur le déclic, c'est que le déclic, il arrive après un processus aussi. Alors peut-être que tu ne te rends pas compte qu'il y a eu un processus. Et toi, tu as l'impression que c'est descendu du ciel. Mais pas du tout. Le déclic, il arrive. C'est une invention, cette idée qu'il est descendu du ciel. Le déclic, il arrive parce que tu étais déjà sur un chemin. Même si tu étais inconscient, tu étais déjà sur un chemin. Et ça, c'était vachement important. Alors, je voudrais revenir à une petite chose que tu as dit tout à l'heure concernant les enfants. Ça m'intéresse beaucoup. C'était drôle parce que je pensais à mon fils ce matin. Donc j'ai un petit garçon qui a 4 ans, et puis tu sais, donc le plus petit, il mangeait, et donc ils prennent des gros petits déj parce que tu sais, à midi, ils aiment pas trop ce qu'ils mangent à l'école. Donc c'est des gros petits déjeuners. Et là, il y avait des œufs, donc il mange ses œufs, et puis il attachait mon gilet. Il avait mis mon gilet sur lui, comme ça. Et puis il me regarde, il fait « Maman !» Je fais « Quoi ?»« J'ai taché ton gilet, c'est grave ?» Est-ce que c'est grave? Il m'a posé la question. Et en fait, je lui dis, mon amour, c'est pas grave, mais je préférais que tu t'essuies sur des serviettes. Et en fait, quand tu parlais tout à l'heure de cette idée que le parent nous autorise ou non les émotions, tu vois, nous autorise ou non à vivre et même cherche à savoir quelle émotion il doit ressentir. Moi, quand il me dit c'est grave, c'est-à-dire, est-ce que je dois avoir peur parce que je vais me faire engueuler? En fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, je dis non, ça va. Et donc, voilà, ça se calme. Et il me dit oui, t'as raison. Alors, je vais prendre une serviette plutôt. Et donc, ça a bougé, tu vois. Mais alors, moi, j'ai une question parce que moi, j'ai ce petit garçon-là qui est hyper, supra gourmand. C'est Jess, donc Jessie. C'est un petit garçon qui mange tout le temps. S'il pouvait manger toute la journée, il mangerait toute la journée. Il adore. Alors, il mange pas particulièrement du sucre, tu vois, mais voilà, il adore manger toute la journée. Comment, en tant que parent, tu vois, parce qu'il y a cette dimension, il y a 2 dimensions. Donc, il y a la dimension où l'enfant, il est gourmand, puis il y a la dimension où le parent, il a une problématique autour de l'alimentation et il met un certain nombre de règles à l'enfant, voire même au niveau, tu vois, de l'allaitement, à l'échelle vraiment du bébé. Il y a encore plein de cultures où on est dans cette idée que quand le bébé pleure, c'est qu'il a faim. Donc, on va lui remplir la bouche. Est-ce que déjà, à ce moment-là, on n'est pas en train d'encoder des informations qui disent quand tu ressens quelque chose, mange. Tu vois? Donc, tu vois, c'est assez complexe dans le système parce que finalement, le gamin qui mange tout le temps et qui pourrait, à qui tu dis non, mais là, c'est pas encore l'heure du goûter ou là, non, c'est pas encore, tu viens de manger il y a pas longtemps ou tu essaies d'impulser des petites règles comme ça qui sont très frustrantes malgré tout.
Et l'enfant qui effectivement a eu dès l'origine une problématique de fond, tu vois, dans le lien qu'il a avec sa mère et dans la manière dont il a été nourri. Comment on peut effectivement travailler ça avec son enfant ou même les enfants des autres, parce que ça peut être en crèche, tu vois, ça peut être toutes les personnes qui sont finalement qui sont en rencontre avec les enfants, qui sont en contact avec des enfants. Ouais. En fait, il y a deux choses que tu as nommées. Un enfant qui est gavé, ça pose pas vraiment problème, dans le sens où l'enfant, tu sais, je veux dire, une mère d'être adéquate, à savoir quand mon enfant pleure parce qu'il a faim, quand mon enfant pleure parce qu'il a froid, quand mon enfant pleure. Je veux dire, on s'entend là, un bébé. C'est ça, exactement. Tu sais, de décoder tout ça est pas super simple pour une nouvelle mère. Donc, de dire, ben, si le bébé pleure, il y a clairement le bébé, s'il pleure, il a besoin de quelque chose. Donc, ça, c'est la base de la compréhension. Puis de dire, ben, l'apprentissage entre les deux êtres va se faire doucement, de comprendre, ben, est-ce que l'enfant a faim? Honnêtement, les signaux de faim et satiété sont instinctifs. Donc, ils vont être là. On va pouvoir les retoucher. Tu sais, par exemple, l'exemple que je donne, qui est plus parlant, c'est quelqu'un qui perd l'usage de ses jambes parce qu'il a été alité trop longtemps. Tu sais, j'avais un client qui avait eu une greffe du foie. Il a perdu ses reins sur la table d'opération. Il a été des mois et des mois sans pouvoir marcher. Quand il a recommencer à marcher, il a été obligé d'aller en réhabilitation. Son cerveau avait oublié comment le faire marcher, mais la réhabilitation, aujourd'hui, il marche tout à fait normalement. Ce que je veux dire, c'est que de perdre l'usage des signaux parce que l'enfant est gavé, parce que l'enfant est privé, parce que ça se récupère toujours. L'idée, c'est de comprendre que, à mon sens, il y a moins de dommages à trop nourrir un enfant que pas le nourrir suffisamment. Parce que là, chez l'enfant, parce qu'il y a plein de professionnels de la santé qui vont dire donne-lui 4 onces, pas plus, parce que à chaque fois que tu l'allaites, parce que clairement ton enfant est gourmand. Tu sais. Un enfant gourmand quand il est nourrisson, voyons donc. Mais l'idée, c'est de dire, mais le plus qu'on permet à l'enfant d'être nourri, puis de lui faire, de l'aider à faire confiance en son corps. Si lui, il a envie de manger, c'est qu'il y a quelque chose que son corps a besoin d'être nourri et d'apprendre à l'enfant, parce que notre objectif, dans le fond, comme parents, c'est de faire en sorte que notre enfant, lorsqu'il va être rendu adulte, soit autonome. Et comment est-ce qu'on peut l'aider à devenir autonome? C'est à l'aider à avoir ses ressources à l'intérieur de lui. Donc, si comme parent, on lui dit, là, tu devrais pas manger en ce moment, l'enfant fait pareil comme pour ses émotions. Si moi, j'ai envie de manger, puis mon parent me dit que j'ai pas envie de manger, dans le fond, c'est que ça veut dire qu'il faut pas que je m'écoute. Alors que l'idée, c'est qu'on veut l'apprendre à s'écouter et à faire confiance que son corps est le meilleur indicateur. Fait, tu sais, ton enfant est un bon mangeur, il aime manger. Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui? Je veux dire, à force de grandir avec lui, tu vas pouvoir l'aider à être aligné avec ses envies et à faire confiance que son corps, à un moment donné, va lui dire qu'il en a assez. Je veux dire, quand tu dis qu'il mangerait tout le temps, c'est clairement, il ne mangerait pas comme 12 heures sans arrêt. Il y a des moments où il s'arrête de manger. Donc, simplement, toi, de l'aider à l'appuyer là-dedans. Puis, clairement, aussi, les moments de repas, c'est un apprentissage. Tu sais, les nourrissons vont manger aux 4 heures ou aux 3 heures, tout dépendant du bébé. À un moment donné, ben, il y a des moments de repas, il y a des moments de goûter. Donc, tout ça s'installe dans un apprentissage social qu'on fait, ce qui fait que les Italiens ont une espèce de repas le soir qui ne finit plus pour nous, les Nord-Américains. Pour vous, les Européens, c'est peut-être un peu plus normal. Mais le matin, ils vont manger une biscotte, puis ils en ont suffisamment. Donc, culturellement, on regarde les Espagnols, ils vont manger le soir à 9h30, 10h. Nous, on regarde ça, on dit, mais comment? Et ils vont prendre la sieste. Donc, l'organisation au niveau des repas est différente culturellement parce qu'il y a une possibilité d'apprentissage à travers les moments de manger. Mais ce qui est surtout important, c'est d'apprendre à respecter son rythme et de fonctionner comme tu disais, là, quand tu dis on mange dans 30 minutes. Et clairement, si l'enfant mange 30 minutes avant de manger, ben, il va pas souper, tu sais, ou il va pas dîner. Donc, c'est de dire, ben, comment j'aide mon enfant. Je suis pas en train de le priver de manger, de lui dire, attends 30 minutes, je suis en train de préparer le repas, là. Tu sais, ça va pas avoir des conséquences. Au contraire, ça va l'aider à devenir un mangeur qu'on dit social. Donc, de le socialiser dans son rapport à la nourriture. Et tu sais, autour de 4 ans, c'est pas mal ça, là, qui est en train de se passer, de devenir dans un rythme plus social. Oui, je vois. Qu'un rythme complètement intuitif. Ouais, c'est ça. Là, c'est drôle.
avant, quand je préparais un repas, enfin quand je dis avant, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, hein, quand je préparais un repas et que j'étais encore à la cuisine, il démarrait, il mangeait. Et là maintenant, il me demande, maman, je peux commencer s'il te plaît? Et voilà, il commence à comprendre effectivement. Alors, j'ai une question du coup, parce que c'est très clair pour moi ce que tu décris pour ce qui est des personnes qui ont été gavées ou des personnes gourmandes. Mais tu as fait une petite allusion en disant qu'effectivement, c'est moins grave que de laisser affamer un enfant. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, du coup? Oui, parce que le corps a cet instinct de survie. Je veux dire, le corps a comme rôle, sans qu'on ait de contrôle dessus, à rester en vie. Et éveiller l'instinct de survie d'un être humain est jamais une bonne idée. Quand on fait croire à notre corps qu'il n'y a pas de nourriture disponible, automatiquement, lui va prendre la relève de gérer son métabolisme différemment. Donc, de diminuer son métabolisme pour de survivre le plus longtemps avec le moins de nourriture possible. Donc, ce que nous, on veut faire comme être humain envers un autre être humain, notre corps, le corps des enfants près de nous, c'est de faire en sorte que le corps soit assuré que les aliments sont disponibles pour que le corps soit à son maximum de dépenses énergétiques. Parce que, tu sais, le métabolisme, c'est un peu un concept, mais quand on y pense, c'est toutes les fonctions que le corps a besoin de faire pour être en santé optimale. Il y a le métabolisme fait pas des choses inutiles. Donc, si le corps a l'impression qu'il n'y a pas de nourriture disponible, qu'il doit couper des tâches, qu'il va pas le tuer à court terme, mais s'il faisait cette tâche-là, c'est parce que c'était essentiel. Donc, à ce moment-là, pour moi, je me dis toujours, quand j'entends les gens qui se privent en disant « je prends soin de ma santé », je me dis « mais comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa santé quand on est en train d'empêcher son corps de faire ce dont il a besoin de faire pour être en santé, tu sais? » Donc, c'est pour ça, tu me suis? Je te suis, mais j'ai une question, du coup. Est-ce que, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est quand on affame un bébé, donc un bébé qui, effectivement, ou finalement, il réclame pas du tout à manger. Le bébé ne réclame pas du tout à manger. Ça arrive aussi. Parfois, ils peuvent être en dépression, les bébés, ou tu vois, s'il y a eu quelque chose de grave. Donc, le fait de le priver, c'est l'équivalent, finalement, de ces adultes qui font des diètes, quoi. Donc, c'est c'est comme l'équivalent des famines. C'est comme l'équivalent d'une famine. C'est une famine inventée, mais c'est une famine quand même. D'accord. Et donc, cette famine-là, elle va venir réveiller donc l'état de survie du corps. Donc, le corps va évidemment, il a cette mémoire. Et donc, sa mission, ça va être effectivement de se remplir au maximum pour éviter la famine, quoi. C'est ça. C'est ça en fait, s'il peut pas se remplir au maximum pour éviter la famine, il va juste réduire la vitesse de son métabolisme pour essayer de se préserver le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui mangent pas et qui comprennent pas pourquoi elles grossissent. Exactement. Super. Écoute, j'ai envie de clôturer avec toi avec une question parce que je trouve que c'est... Évidemment, on pourrait parler pendant des heures et je suis sûre que mes auditrices, mes auditeurs vont être très, très frustrés. Ils vont en savoir plus, mais ils vont avoir l'occasion de poser toutes les questions qu'ils souhaitent, j'espère, pour le prochain podcast qu'on va faire toutes les deux. J'ai une question qui va clôturer un peu tout ça. On parle beaucoup, toi, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de cette idée du corps, cette idée finalement de force intérieure qui nous fait faire des choses. Alors la force intérieure, elle vient d'endroits différents en fonction de notre histoire, de la société, de la culture, etc. Et tu parlais aussi tout à l'heure d'unir en fait, donc le corps et l'esprit. Mais la manière dont on en parle et la manière dont je peux le lire aussi, c'est souvent qu'on parle du corps comme une entité à part. Tu vois, à quel endroit on les unit? Parce qu'on parle du corps, donc le corps nous a aidés, le corps est là, le corps est affamé, le corps est en diète, le corps est gavé, le corps... Et finalement, notre conscience là-dedans, notre esprit, tu vois, où est-ce qu'ils sont, tu vois? À quel endroit on peut les unir, tu vois? Oui, ben en fait, oui, je vois exactement parce que comme tu dis, le corps a cette façon de pouvoir être en survie, donc émotionnellement et physiquement. Donc quand il est en survie, il fonctionne bien indépendamment de la partie rationnelle. Et moi, je dirais le corps instinctivement a ses besoins, donc le corps a des besoins. Et je te dirais que c'est comme si cette unité-là devient quand on est... Mais ça revient toujours à l'amour, là. Je veux dire, la place où est-ce que ça s'unit, c'est dans cette idée d'amour, de dire si je peux commencer à écouter mon corps avec bienveillance et au lieu d'essayer de le contrôler. Donc, c'est de faire avec le corps, de fonctionner avec lui au lieu d'être
en domination sur lui. Un peu comme l'analogie que je préfère, parce que quand on est dans ces concepts-là, souvent, l'analogie est plus facile à saisir. On a un bébé, le bébé a faim, on va arrêter tout ce qu'on fait pour nourrir notre bébé. On se sent uni avec notre bébé parce que il devient hyper important dans notre vie et on va dire, ben ce bébé-là, je vais l'écouter, mais il n'y a pas de frustration. On se sent satisfait lorsqu'on nourrit notre bébé, puis on n'est pas comme « il m'empêche de faire mon travail. » En ce moment, bon, ça peut prendre 3 secondes quand il pleure, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais jamais on pensait de fermer la porte puis de dire « Je vais finir mon travail, puis je vais aller nourrir mon bébé quand ça va m'adonner. » Alors que c'est ce qu'on fait pour notre corps. Donc, cette unité-là se fait lorsque on prend les messages de notre corps et on fait le choix. Je dis bien le choix, parce que dans le choix, on est libre. Quand on décide, on n'est plus libre. Quand on fait le choix de dire « et il est assez important pour moi pour que je m'en occupe, que j'en prenne soin et que j'écoute les messages. » C'est comme la conséquence de faire ça, c'est aussi qu'il va m'envoyer des messages, qui va me dire quel est le meilleur choix, quelle est la meilleure action à prendre dans ma vie. Et je vais faire le choix de l'écouter. Et ça devient un travail d'équipe où je fais équipe avec cette partie-là de moi-même, où est-ce que les messages qu'il m'envoie sont clairs, puis je simplifie ma vie en étant à l'écoute. Donc, par exemple, tu me dis si je me trompe, si j'ai bien compris le processus. Finalement, quand c'est compliqué avec son enfant, par exemple, pour des relations difficiles, la maman ou l'enfant peut proposer des activités pour unir justement, tu vois, la relation. Une activité, voilà, ça peut être du yoga, de la danse, du dessin. Quand ça va pas avec son conjoint, on peut décider d'aller voir un thérapeute, de discuter, de développer des espèces de contrats de discussion où on se voit, on se date toutes les semaines, etc. Mais à chaque fois, donc avec son corps, c'est aussi donc de faire le choix d'être avec lui et d'être en équipe. Donc finalement, ce que tu décris, c'est que entre ces deux éléments, ces deux personnes, ces deux entités qui se font la guerre, il y a l'amour. Et donc, pour pouvoir être consciente ou pour pouvoir être en déploiement, développement de cet amour, il faut réaliser qui est ce corps pour soi, finalement. Exactement. Et apprendre à décoder son langage. C'est ça, je pensais. Là, comme on fait avec les enfants et comme on fait avec notre conjoint. Exactement. Comme une véritable entité. Wow, this is deep! Oui! J'adore avoir des conversations aussi pointues que celle-là. Moi aussi. Et alors, du coup, tu m'as donné l'exemple. Alors après, c'est la dernière question. Après, j'arrête, ok? Mais j'ai plein de questions. Donc, du coup, ce que tu décrivais avec ce monsieur qui effectivement a eu des problèmes de santé et a fini par réussir à marcher, etc. Quand quelqu'un, par exemple, quand une femme a fait de la chirurgie esthétique et qu'elle s'est fait liposucer, et puis qu'elle reprend son poids quelques temps après, ou même qui s'est fait liposucer et qui décide, après la liposuction, tu vois, de démarrer un travail sur l'alimentation intuitive. Est-ce que c'est dangereux pour elle, justement, cette idée que la mémoire de son corps, c'est quand même cette idée qu'elle a retiré de la graisse de manière forcée à son corps. C'est ce genre de situation-là, tu vois, je parle de liposuction, mais je peux parler aussi, là tu parlais de greffe tout à l'heure, ou d'accident grave où tu as perdu une jambe, enfin tu vois, quelque chose de vraiment, comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai envie de te dire, comment ton corps, il peut accepter, il peut être OK avec l'idée de commencer, par exemple, effectivement, un processus d'alimentation intuitive. Ben, je parle par rapport à la liposuction, dans le sens que les cellules sont retirées. Tu sais, je veux dire, le corps a cette capacité, tu sais, on appelle la plasticité, tu sais, des cellules du cerveau. Le corps a une capacité de modifier ses comportements, de modifier ses connexions neuronales. Donc, et c'est justement tout le processus d'apprentissage qui est en place. Donc, on imagine le corps comme une entité fixe. La réalité, le corps change. Je veux dire, t'étais pas comme t'es à 8 ans, puis tu es pas comme tu vas être à 72 ans. Et à travers ça, tu vas garder ton identité. Tu fais pas comme, oh mon Dieu, qui suis-je? Je ne suis plus cet enfant de 8 ans, je ne me reconnais plus. Tu sais, dans le sens que le corps va faire la modification qu'il y a à faire. La réalité, c'est souvent qu'on l'accepte pas. C'est d'être capable de fonctionner. En fait, le corps est plus rapide à faire cette modification-là
que la tête, souvent. Donc, par exemple, quand on parle de liposuction, la graisse est partie, puis là, on imagine que, hop, les comportements, là, maintenant, je vais être capable de ne plus jamais succomber pour pas reprendre le poids perdu. La réalité, c'est que les comportements ne se transforment pas si rapidement que ça et que c'est pas l'extérieur, justement, la liposuction, ou c'est pas parce que je perds une jambe que j'accepte d'avoir perdu une jambe, que j'accepte de transformer mon comportement. Donc, je pense que c'est plus là l'enjeu. Encore une fois, c'est cette idée d'image de soi et d'image de son corps et de la réalité de ce que je suis, avec quoi je suis OK ou pas. Finalement, le corps, c'est comme les enfants, ils s'adaptent très bien et très vite. Complètement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Je veux dire, le corps, s'il n'y a plus de jambes, ben, il n'y a plus d'énergie dépensée dans la jambe, il va modifier son rythme alimentaire. La personne qui se fait liposucer en s'imaginant que ça va lui donner une motivation suffisante pour pas aller vers la glace ou aller vers les gâteaux. Non, malheureusement, c'est aller vers la glace et les gâteaux, le comportement problématique qui doit être travaillé. Tu vas te retrouver finalement, parce que moi, je crois que j'ai plusieurs clientes qui ont fait des liposuctions, mais j'en ai une en particulier, elle en est à sa 4e, quoi. Tu vois, 4e liposuction cette année. Effectivement, et c'est toujours compliqué pour elle d'imaginer, mais c'est aussi pour des femmes qui se refont effectivement la poitrine et qui ont l'impression qu'après la poitrine elles vont se sentir belles. Ouais, c'est ça. Waouh, merci beaucoup Guylaine pour ton temps. Merci de toute cette intelligence que tu transmets, et puis merci pour ta mission, parce qu'on en a besoin. On a besoin de gens aussi intelligents, brillants, mais surtout concernés. Parce que je crois que c'est vraiment ça la différence. Moi, j'ai ma propre expérience avec les nutritionnistes et les diététiciens et effectivement même les naturopathes qui effectivement sont dans une dimension, comme tu le disais, de l'assiette. Dans l'assiette, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette? Et effectivement, je trouve que c'est tellement précieux et tellement important ce discours que j'avais envie de le partager avec ma communauté et que j'espère qu'on va vite caler donc le prochain, parce que j'ai un tas de questions qui sont de côté. Comment tu t'es sentie, toi, durant ce rendez-vous? Super bien, vraiment, tu résumes super bien, c'est amené justement avec plus de précision, de ralentir sur des points super importants. J'ai vraiment apprécié. Je trouve que ça aide à clarifier davantage encore le message. Puis je pense que c'est ça qui est important, que le message soit bien transmis, qu'il soit clair. Donc, super belle entrevue, j'ai adoré. Merci beaucoup, Guylaine. Alors, tu peux nous dire un peu ton actualité pour clôturer? Alors, il y a donc plusieurs bouquins, en fait, qui sont sortis. À ce jour, j'en ai 4 d'écrits. Il y en a un que je donne gratuitement via e-book. Donc, si des gens sont intéressés, ils ont juste à me transmettre leurs informations. Je vais pouvoir leur transmettre. Je mettrai tout dans la barre d'infos du podcast, avec plaisir. Et une fois par semaine, je fais un Facebook Live pour expliquer davantage tous les comment et aboutissants de ce nouveau paradigme. Je fais une dégustation en pleine conscience à tous les mardis après-midi. Donc, ça tombe quand même assez tard pour les gens de la France. C'est à 10h, 22h pour vous en France, mais c'est enregistré. Donc, pour avoir vraiment un moment d'être épaulé puis d'être dirigé dans ce que c'est que de mettre son attention à l'intérieur de soi et de plus mettre son attention, de plus faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, mais bien porter attention à sa façon de manger. Donc, à chaque semaine, j'essaie de traiter différents angles encore là de comment pratiquer à mettre l'attention au niveau alimentaire. Donc, c'est pas mal ce que je fais pour aider à faire connaître ce nouveau paradigme, parce qu'il est malheureusement pas suffisamment connu, évidemment. Wow, ok. Donc les bouquins, alors il y a effectivement, on peut se les procurer directement donc au Canada, donc et ils sont envoyés directement du Canada. On peut tous se les procurer. Donc il y a Manger, ça a été le premier, c'est ça. Là, c'est vraiment une initiation à l'alimentation intuitive. C'est ça? Exactement. Ensuite de ça, il y a Manger un jeu d'enfant. Donc c'est pour savoir comment aider son enfant à rester un mangeur intuitif. Wow. De ça, il y a eu Manger ses émotions, parce que c'était la question que je recevais après avoir écrit Manger. Oui, mais moi, je mange mes émotions. Et ensuite, Kilozen, qui est un peu le 10 ans plus tard ça fait après 10 ans de pratique avec l'alimentation intuitive. Donc, et c'est celui-là que tu offres? Non, c'est le premier qui est offert. Manger. C'est Manger. OK, super. All right. Donc, justement, la maison d'édition trouvait que ça ressemblait vraiment dans le contenu
Kélosène et Manger, étant donné que c'était Manger 10 ans plus tard. Donc, ils ont arrêté d'éditer Manger. Donc, ça m'a permis de récupérer les droits et c'est pour ça que je peux l'offrir gratuitement à toute la francophonie. Super. Eh ben, écoute, merci pour ce joli cadeau. Et puis, on se dit à très bientôt. Je trouve qu'on a fait une super équipe, franchement, sur ce podcast. Et j'espère à très, très, très vite. Mais moi aussi. Je t'embrasse. Au revoir.